1. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire, l'hydrogène et ses déploiements dans les entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Je suis Calixte Blanchard de la CCI Nouvelle-Aquitaine et au nom de toutes les CCI territoriales de la Nouvelle-Aquitaine et des partenaires qui nous font le plaisir d'intervenir dans ce webinaire, je vous souhaite la bienvenue. Avant de passer la parole à nos partenaires qui sont France Hydrogène, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, l'ADEME, ADI Nouvelle-Aquitaine et bien sûr les entreprises qui vont témoigner, GRP Gas, Terega, Biocentis, ITM Power, Air Liquide et le territoire d'industrie du Pays Béarnais. Je souhaite vous exposer, en fait, avant de passer la parole à nos experts, pourquoi on a mis en place ce type de webinaire. Nous, conseillers des CCI, nous sommes en contact quotidien avec les entreprises pour leur apporter des solutions. Et depuis quelques mois, les entreprises nous posent différentes questions en lien avec l'hydrogène. Par exemple, où en est le développement de la filière hydrogène en Nouvelle-Aquitaine? Comment je pourrais investir dans cette filière? Pour quels usages je pourrais avoir besoin de l'hydrogène dans mon activité maintenant ou dans les années futures? L'Europe et l'État annoncent des milliards d'euros pour cette filière. Qui peut en bénéficier? Pourquoi? Comment? Il nous est donc apparu important de pouvoir proposer ce webinaire pour apporter un premier niveau de réponse aux futurs utilisateurs de l'hydrogène ou aux futurs fournisseurs de la filière hydrogène en Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous vous proposons un webinaire en 5 temps forts. Donc, l'hydrogène, rôle dans la transition énergétique et chaîne de valeur, point sur la stratégie hydrogène française et les usages, hydrogène en Nouvelle-Aquitaine, offre industrielle et premier développement, consultation du marché hydrogène bas carbone et renouvelable, et ensuite, donc, je vous parlais des témoignages des entreprises qui clôtureront cette séance. Donc, quelques règles d'usage pour que ce webinaire se passe le mieux possible et que vous puissiez en retirer le maximum d'informations. Donc, vous étiez 384 inscrits. Donc, il faut qu'on définisse des règles assez pratiques pour que vous puissiez intervenir à tout moment. Donc, on vous demande, si vous avez des questions à poser, d'intervenir au fil de l'eau. On répondra en séance, en session à ces questions. Sinon, vous aurez une réponse à l'issue de ce webinaire. On vous enverra donc la réponse à toutes les questions qui ont été posées sous format Excel. Donc, n'hésitez pas à poser ces questions. On enregistrera toutes ces questions. Une fois que le webinaire sera terminé, on vous demande de quitter le webinaire de telle manière qu'on puisse bloquer l'enregistrement et on vous enverra également le replay de ce webinaire. Et ensuite, au niveau du principe du fonctionnement de ce webinaire, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc, ce webinaire va être animé par Faya Assi d'ADI Nouvelle-Aquitaine, qui est expert sur le sujet et qui va pouvoir animer l'intervention des 12 intervenants à ce webinaire. Je clôturerai en fin de session ce webinaire. Merci. À toi, Faya. Merci Calixte. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Faya Assi. Je travaille à l'Agence de développement et d'innovation Nouvelle-Aquitaine. Je suis basé à Bordeaux. Et je suis missionné par la région Nouvelle-Aquitaine pour organiser l'émergence de ce nouveau secteur d'activité qu'est l'hydrogène. Et c'est dans ce cadre, en fait, que j'ai le plaisir d'animer ce webinaire de sensibilisation sur l'hydrogène. Donc, on va débuter, donc rentrer dans le vif du sujet. Donc, je passe la parole à Benoît Fourneau, qui travaille chez Hydrogène de France et qui participe à la délégation régionale de France Hydrogène. Donc, Benoît va nous brosser le tableau du rôle de l'hydrogène dans la transition énergétique et sa chaîne de valeur. À toi, Benoît. Merci, Fayad, je vais essayer. Diapo suivante. Avant de rentrer dans le détail, je vais quand même présenter qu'est-ce que France Hydrogène. Donc, c'est une association qui réunit tous les acteurs du monde de l'hydrogène, que ce soit des industriels, des PME, des PMI, des grandes entreprises ou des laboratoires. Le rôle de France Hydrogène, c'est d'essayer de structurer la filière, de partager les retours d'expérience sur le domaine, également de faire évoluer le cadre réglementaire et informer le grand public sur les avantages des technologies hydrogène. Récemment, France Hydrogène s'est organisée en délégation régionale pour être au plus près des projets. Donc, slide suivante. C'est dans ce cadre-là aujourd'hui que... Alors, si vous pouvez passer à la slide suivante. Je n'ai pas la main sur les slides.
Ah, merci. Donc, récemment, France Hydrogène s'est organisé en délégation régionale pour se rapprocher des projets, puisqu'on va le voir, en fait, les projets hydrogène se jouent à l'échelon local. Donc, c'est pour ça qu'il y a une mise en place de délégation pour essayer de faire ruisseler l'information de l'échelon national à l'échelon régional et d'accompagner les problématiques que peuvent rencontrer les porteurs de projets. Donc là, je vous ai mis quelques contacts que vous pourrez avoir sur la délégation régionale et les points d'entrée sur la nouvelle organisation qu'on met en place cette année où on s'est réparti par territoire pour qu'il y ait un point d'entrée pour chacun des territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est pour la présentation de France Hydrogène. Maintenant, je vais pouvoir vous présenter pourquoi l'hydrogène. Slide suivante. Donc, on parle de l'hydrogène beaucoup ces derniers temps. C'est un vecteur de la transition énergétique. Pourquoi? Déjà, à cause du cycle de l'eau. En fait, on peut produire l'hydrogène à partir de l'eau et d'électricité. Par électrolyse, on va produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Et après, on peut recombiner cet hydrogène avec l'oxygène qui est dans l'air pour faire de l'électricité au travers d'une pile à combustible. Ce cycle fait que l'hydrogène est un moyen de stocker de l'énergie et également de produire de l'électricité de manière totalement propre, puisqu'on n'émet que de l'eau. Donc de là, on part d'une molécule qui est très intéressante à des écosystèmes où on va venir stocker les énergies renouvelables et après utiliser l'hydrogène pour faire de l'électricité sur des réseaux ou autres, comme carburant, ou même pour décarboner l'industrie comme matière première dans l'industrie, pour faire de la chaleur ou différentes étapes dans les process de production. Donc c'est ça l'intérêt de l'hydrogène, c'est qu'il intervient sur un ensemble de chaînes de valeur très étendues. Diapo suivante. Donc, en tant que carburant zéro émission, l'hydrogène a également un rôle qui est très important. On en parle beaucoup et en fait, il a de multiples rôles. Déjà, c'est un carburant alternatif et à la différence d'autres carburants dont on peut parler comme le méthane, le méthanol, l'ammoniac, il ne va pas émettre de gaz à effet de serre, donc c'est le principal intérêt. Mais en plus d'être un carburant lui-même, il va également servir comme matière première pour produire les carburants de demain, donc ce qu'on appelle les e-fuels, où on va produire de l'hydrogène à partir des énergies renouvelables, on va faire de la capture de CO2 et après on va faire réagir cet hydrogène avec le CO2 pour former des e-fuels, donc du e-méthane ou du e-LNG, tout un ensemble de biocarburants, comme on peut les appeler. Et l'intérêt de l'hydrogène, c'est également son rapport densité-coût. Donc c'est un petit peu le graphe que je vous ai mis en bas. C'est les batteries, en fait, ont un certain coût, mais plus on en met, plus ça pèse lourd dans le véhicule. Donc au niveau de densité d'énergie, vous commencez à avoir des problèmes. L'hydrogène compressé est plus intéressant. Vous avez l'hydrogène liquide, on peut stocker encore plus d'énergie à l'intérieur d'un véhicule. Et après, vous avez tous les e-fuels qui vont intervenir et qui aujourd'hui ont des meilleures densités, mais sont encore beaucoup plus chers parce que justement plusieurs étapes pour les fabriquer. Donc l'étape production d'hydrogène, plus la capture de CO2, plus la synthèse de ces composants. Donc c'est là où l'hydrogène a un rôle, c'est qu'à la fois il est un carburant pour aujourd'hui et demain, et dans le pire des cas, demain il sera également une matière première pour produire les carburants. C'est pour ça que c'est un élément central dans la transition énergétique. Diapo suivante. Donc c'est ce que je vous dis, c'est un élément central et en fait il va créer toute une chaîne de valeur. Donc pour la production, par des électrolyseurs, par des nouveaux procédés, soit à partir d'électricité, soit à partir de biomasse. Il va pouvoir être utilisé pour des nouveaux procédés industriels et après il va pouvoir être combiné pour faire des carburants, donc soit avec du CO2, soit avec de l'ammoniac. Et une fois transformés en carburant, ces carburants eux-mêmes peuvent être utilisés dans des nouvelles des technologies existantes qui auront évolué, donc des moteurs à combustion, des piles à combustible, avec différents types de piles à combustible. Donc vous voyez qu'en fait, autour de l'hydrogène, vous avez tout un ensemble de technologies qui fait une création de valeur à l'échelle industrielle et qui est l'objet d'une compétition à l'échelon mondial. C'est pour ça qu'en fait tous les grands pays comme la Corée, le Japon, l'Australie, les États-Unis ont des programmes sur l'hydrogène parce qu'ils veulent être leaders sur ces briques technologiques, ce que souhaite également faire l'Europe et la France. Et donc justement, je vais vous présenter rapidement l'hydrogène dans un contexte européen. Donc, je vais juste effleurer le sujet dans la diapo suivante. Au niveau européen, l'hydrogène est également identifié comme
une molécule stratégique pour la transition, avec une notion d'interconnexion, en fait, pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Et donc, on voit que tous les grands pays, tous nos pays voisins ont des programmes, différents programmes. Donc là, c'est juste un exemple de quelques programmes pour interconnecter les projets, pour ensuite, en fait, faire un réseau à l'échelon européen de production et distribution d'hydrogène. Donc, ce n'est pas juste des projets qui vont se faire localement, c'est vraiment une stratégie sur 2030-2050 d'un nouveau réseau énergétique basé sur l'hydrogène. Donc, il faut bien prendre en considération que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est une stratégie qui s'organise à l'échelon européen. Maintenant, on va redescendre au niveau de la France. Qu'est-ce que ça veut dire pour la France et quelles sont les ambitions? Je vais juste parcourir un petit peu les ambitions et l'ADEME tout à l'heure vous rentrera plus dans le détail. Aujourd'hui, l'objectif à 2030 de la filière, c'est installer 6,5 gigawatts d'électrolyse. Donc, c'est en fait, c'est produire de l'hydrogène à partir d'électricité et d'énergie décarbonée. Et également, le deuxième objectif, c'est économiser 6 millions de tonnes de CO2. Et on va le voir par quel procédé. Ces deux grands objectifs, en fait, c'est ce qui va faire qu'on va avoir de plus en plus d'applications qui vont être poussées. Donc, diapo suivante. Donc, le premier point, c'est produire de l'hydrogène décarboné. Donc, j'ai parlé brièvement de produire de l'hydrogène. Comment il est produit aujourd'hui? C'est le petit schéma en gris que vous avez. Aujourd'hui, en fait, le principal moyen de production de l'hydrogène, c'est par vaporéformage. Donc, le plus souvent de gaz naturel, mais ça peut être aussi à partir de charbon ou de GPL ou de différents composés d'essence. Donc, en fait, on va casser les molécules qui sont toutes du CHO avec plus ou moins de carbone, d'hydrogène et d'oxygène pour le décomposer en hydrogène et en CO2. Donc, c'est un procédé qui va émettre beaucoup de CO2. Il y a moyen de faire quelque chose de plus propre en faisant de la capture de CO2. Donc, c'est des projets qui sont en cours. Et après, le nouveau moyen de produire, c'est par électrolyse. Un nouveau moyen qui n'est pas si nouveau, mais qui aujourd'hui a une maturité technologique et qui est déployé à l'échelon industriel. Donc, dans le cadre de l'électrolyse, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on casse juste une molécule d'eau et donc on ne met que de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, un gros avantage par rapport à la méthode de vaporéformage. Et aujourd'hui, en fait, c'est les chiffres que vous avez en 2020. 95% de l'hydrogène produit en 2020 était à partir de vaporéformage. Et en fait, vous avez 880 000 tonnes d'hydrogène qui étaient déjà utilisées dans l'industrie essentiellement partout en France. Donc, sur ces 880 000, 95% étaient de l'hydrogène gris. Le but, c'est qu'en 2030, on ait la moitié de l'hydrogène qui soit produit à partir d'électrolyse et d'électricité décarbonée, avec une augmentation de l'utilisation de l'hydrogène dans les différents secteurs d'activité que je vais détailler par la suite. Donc, comme on le disait, dans l'industrie, c'est le premier consommateur d'hydrogène. Il consomme déjà en 2020 880 000 tonnes d'hydrogène. Donc, c'est un gaz qu'on utilise couramment dans beaucoup d'industries. Donc, il y a déjà des méthodes pour sécuriser les installations qui sont en place. C'est essentiellement de l'hydrogène produit à partir de vaporéformage. Le but, en fait, c'est de décarboner ces industries en produisant 475 000 tonnes d'hydrogène décarboné pour ces industries-là. Donc, c'est vraiment l'une des cibles premières, c'est verdir l'industrie en changeant les procédés de fabrication, notamment au sein d'acieristes ou de cimentiers. Donc là, on va intervenir sur le process de fabrication et venir remplacer le plus souvent le méthane ou d'autres procédés pour produire de manière plus écologique. Le deuxième emploi de l'hydrogène, en fait, ça va être comme carburant. Et là, il y a tout un ensemble de véhicules où l'hydrogène peut adresser une solution pertinente. Donc, c'est surtout des usages intensifs. Donc, l'objectif pour 2030, typiquement, c'est d'avoir 300 000 voitures, 5 000 véhicules lourds, une dizaine de trains et plus de 60 bateaux qui seraient déployés d'ici 2030. Alors, ça peut paraître des chiffres importants, mais en fait, il y a déjà beaucoup de véhicules hydrogène qui sont déployés, avec les exemples, comme vous voyez en photo, le Phébus à Pau, donc un bus à haut niveau de service déployé à Pau,
Il y a une flotte de taxis, de plus de 100 taxis qui roulent à Paris à l'hydrogène. Donc, on a déjà les premiers déploiements qui ont été faits. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est la massification, en fait. C'est atteindre des tailles critiques pour diminuer d'autant les coûts et avoir une solution compétitive. Ensuite, l'hydrogène, il y a tout un ensemble d'usages que je vous ai réunis sur cette slide qui vont de l'alimentation site isolé à l'injection dans les réseaux, l'alimentation à quai, typiquement pour les navires qui aujourd'hui n'ont plus le droit d'utiliser leur moteur pour produire leur électricité lorsqu'ils sont à quai et qui des fois sont à un quai où il n'y a pas de connexion électrique. On peut mettre en place une pile à combustible pour une alimentation ponctuelle. On peut également mélanger de l'hydrogène dans les réseaux gaz pour avoir un gaz plus vert. Donc, il y a tout un ensemble d'applications qui vont être des usages potentiels de l'hydrogène et qui vont permettre de faire grossir des écosystèmes. Slide suivante. Donc, au niveau de la France, comment est animée la filière maintenant qu'on a vu qu'en fait, il y a tout un tas de briques technologiques, tout un tas d'activités qui tournent autour de l'hydrogène. La structuration s'est faite petit à petit. Aujourd'hui, est bien établie, avec une stratégie nationale qui a été présentée le 8 septembre 2020 et qui est notamment suivie par un conseil stratégique de filière, nouveau système énergétique. L'une de leurs visions, c'est de s'appuyer sur une étude qui a été réalisée par France Hydrogène notamment, qui avait identifié 7 grands bassins qui représentaient 85% de la demande potentielle en hydrogène décarboné. Ça, c'était une étude qui a regardé une manière de déployer l'hydrogène à horizon 2030 en se disant si ces bassins-là déploient les technologies, on pourra ensuite faire un maillage sur l'ensemble du territoire. Ce qui n'empêche que ces bassins ne sont pas le seul moyen. Ils ont besoin en fait d'un maillage aux échelons locaux, notamment pour permettre la connexion entre ces écosystèmes, ce qu'on appelle les corridors H2, et pour favoriser la production d'hydrogène décentralisé, parce que l'hydrogène, aujourd'hui, on n'a pas encore des pipes pour le transporter. Et donc, aujourd'hui, il doit être produit localement et distribué localement. Et c'est l'interconnexion de ces écosystèmes locaux qui permettra de mettre en place demain un système énergétique complet. Ça, c'est l'animation au niveau national. À l'échelon régional, c'est un échelon qui est critique. C'est pour ça d'ailleurs que France Hydrogène a mis en place des délégations. C'est que l'hydrogène a besoin d'écosystèmes. Alors quand on parle d'écosystème, c'est vraiment avoir l'usager de l'hydrogène, la production, la distribution et en fait agglomérer plusieurs usages, plusieurs moyens de production pour sécuriser l'approvisionnement, diminuer les coûts pour les usagers finaux. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche à faire à l'échelon régional, c'est créer des écosystèmes, mettre en place des synergies entre les différents acteurs. Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, en fait, l'animation est assurée par la région, et notamment l'Agence de développement et d'innovation que représente FAIA, et avec les partenariats de la délégation régionale. Donc le but, en fait, c'est pour nous de partager les enjeux de la filière, c'est de promouvoir les solutions hydrogène en mettant en avant leurs avantages et leurs restrictions éventuelles. C'est également favoriser les échanges. Le but aujourd'hui de cette réunion, c'est de vous présenter ces avantages, mais aussi susciter de l'intérêt et voir si vous pouvez vous connecter à d'autres projets ou créer votre projet ensemble. Donc c'est le but, aider à structurer justement des écosystèmes. Et également, à l'échelle de la région, identifier les freins et les opportunités. Il reste 30 secondes, Benoît. Oui, ça tombe bien, j'ai fini. Et donc, notre rôle également, particulièrement au sein de la délégation, c'est de mettre en avant les forces régionales et donc identifier les briques de valeur qu'on peut avoir à les entreprises ou autres qui peuvent apporter une solution au niveau régional et faire la promotion au niveau national. Et sur la présentation qu'on vous enverra, je vous ai mis quelques éléments qui ont été produits par France Hydrogène qui peuvent vous permettre d'avoir une meilleure vision sur ce secteur, notamment le panorama des solutions d'hydrogène qui sera mis à jour régulièrement et qui présente l'ensemble des véhicules disponibles aujourd'hui et qui est mis à jour régulièrement puisque de nouveaux véhicules vont sortir tout au long de cette année
Donc aujourd'hui, on parle bien de véhicules de série. On n'est plus au niveau de la démonstration, on est vraiment dans une étape de déploiement et de massification. J'ai parcouru l'ensemble de mes slides et j'espère avoir été assez complet. Parfait. Merci Benoît pour ce panorama de ce secteur d'activité qu'est l'hydrogène, très fortement dynamique. Du coup, je ne sais pas, Céline, si nous avons des questions pour Benoît. Oui, il y a des questions. Avons-nous sur l'Aquitaine des acteurs de la production e-fuel et ou des projets de démonstrateurs? À l'échelle de la région, on n'a pas encore de projet de démonstrateur de e-fuel. Aucun officiel aujourd'hui. Après, on a différents acteurs qui peuvent apporter des briques de solutions sur cette partie-là. Alors, une question un peu technique, alors je ne sais pas si tu pourras y répondre. Combien d'énergie électrique est nécessaire pour fabriquer de l'hydrogène suivant les 3 process que tu as présentés? Alors, je n'ai pas en tête les chiffres sur le vaporéformage. Aujourd'hui, sur l'électrolyseur, en fait, on a un rendement d'environ 60% sur la production, sur la consommation d'électricité par rapport au pouvoir calorifique de l'hydrogène. Très bien. Après, on a des questions plus générales sur comment je peux adhérer à France Hydrogène. Donc là, je pense en allant sur le site, il n'y aura pas trop de soucis. Les contacts ADI, on a eu, c'est Faya. Et donc, dernière question, réseau de distribution sont-ils facilement transposables du méthane à l'hydrogène et quelles sont les limites techniques? Peut-être qu'on y répondra peut-être plus tout à l'heure dans la présentation que va faire Paul de Braquillanche. Donc, je vous encourage à reposer la question tout à l'heure. OK, alors une question peut-être générale aussi. La consommation industrielle baisse à 2030 dans une des diapos. Donc, ça veut dire qu'on est moins... Non, en fait, d'un côté, on a présenté la quantité d'hydrogène consommée totale et de l'autre que la quantité d'hydrogène vert. C'est juste... on n'a pas comparé tout à fait les mêmes chiffres. En fait, globalement, la consommation d'hydrogène, on prévoit qu'elle augmente de 150% d'ici à 2030. Mais on espère multiplier par 15 la partie hydrogène décarboné. Très bien. Alors là, c'est vraiment la synthèse de ton intervention. Je n'ai pas bien saisi quels usages possibles dans les entreprises. Alors, dans les entreprises, en fait, c'est là où on a voulu essayer d'être exhaustif et dans un temps très court, c'est qu'en fait, il y a plein d'applications. Donc, selon les entreprises, ça peut être très bien pour de la mobilité, notamment avec des centres-villes qui vont aller de plus en plus vers du zéro émission. Donc, l'hydrogène est une solution, ou sur de l'intensif, ou sur du poids lourd ou autre, où l'hydrogène apporte une vraie solution. Après, ça peut être également sur du smart grid, ça peut être sur une chaîne de valeur. Donc, ça va dépendre en fait de l'entreprise. Où il y a tout un tas d'usages et là, c'est un peu au cas par cas à discuter. Merci beaucoup. À toi, Faya. Très bien. Merci Benoît encore une fois pour ton panorama et du coup, on va enchaîner avec une perspective nationale du sujet de l'hydrogène et c'est Thomas Ferrin qui est référent hydrogène pour l'ADEME au niveau de la Nouvelle-Aquitaine qui va nous parler de cette stratégie. À toi Thomas. Bonjour à toutes et à tous, merci Faya. Donc je suis Thomas Ferrin, le référent hydrogène au sein de l'ADEME, en direction régionale, donc Nouvelle-Aquitaine. Je suis l'interlocuteur donc sur les 12 départements et j'ai notamment en charge le suivi et l'instruction de nos appels à projets qui sont un exemple de dispositif de soutien au CAPEX pour faire émerger la filière. Et j'ai en charge donc de vous dire quelques mots sur la stratégie nationale hydrogène, donc parue comme ça a été dit fin 2020, et on va dire qui trace le déploiement de cette filière jusqu'à 2030 et qui a été dotée donc de 7,2 milliards d'euros sur 10 ans. Avant ça, je voulais vous faire un petit focus là sur les scénarios de transition avec un S 2050, donc récemment paru par
par l'ADEME et qui sont donc matérialisés par un rapport très complet et puis une synthèse que vous pouvez télécharger là sous le lien mis à disposition dans la slide. En fait, ces scénarios visent l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050, qui est un engagement de la France, et selon quatre scénarios distincts, donc S1 à S4 que vous voyez sur le graphique, et qui insèrent donc selon les cas plus ou moins de sobriété et à l'inverse plus ou moins d'innovation technologique. Et c'est décliné évidemment dans le cadre d'une transition énergétique. Je dirais quelques mots sur l'hydrogène et c'est là où je voulais en venir, mais plus largement sur des scénarios de transition liés à la mobilité, au mode de vie, au mode de consommation et d'alimentation, etc. Donc, pour revenir plus spécifiquement sur l'hydrogène, ce que je voulais dire, c'est qu'on le voit sur le graphique, la consommation imaginée en 2050 est 1,5 à 5 fois supérieure à ce qu'elle est en 2019. Donc, on mise clairement sur entre 35 TWh et une centaine de TWh consommés en 2050. Donc, on mise sur ce vecteur hydrogène pour atteindre la neutralité carbone, en parallèle à d'autres évidemment, mais c'est important de le dire, et notamment donc pour décarboner les deux grandes familles d'usages qui ont été développées précédemment, à savoir donc les usages industriels, et c'est important de le dire lors de la présentation d'aujourd'hui, et la mobilité. Pour les usages industriels, on retrouve des usages industriels actuels, des industriels qui utilisent l'hydrogène actuellement dans leur process, produit essentiellement par vaporéformage, donc fortement impactant pour l'environnement, comme ça a été dit. Donc, je pense aux raffineries, je pense à la production d'ammoniac, d'engrais, je pense à tout ce qui est sidérurgie également, et de manière générale, l'industrie chimique. On retrouve aussi des usages dits prospectifs, comme ça a été dit. Non, on reste sur la slide précédente, merci. Donc, les e-fuels ou engrais de synthèse liquide. Et ça fait le lien justement avec la mobilité, puisque ces e-fuels permettent d'embarquer une grande capacité d'énergie, et notamment pour le ferroviaire, l'aérien. Donc ça, c'est les usages prospectifs. À court terme, pour la mobilité, la stratégie nationale mise sur la consommation d'hydrogène par pile à combustible et alimentation d'un moteur électrique, j'y reviendrai. Et le dernier enseignement, c'est que le facteur d'émission gaz à effet de serre de cet hydrogène est largement diminué par rapport à aujourd'hui en 2050. Deux facteurs. Le premier, on va décarboner le gaz CH4 avec le biométhane de méthanisation notamment pour le vaporéformage. Et le deuxième enjeu, c'est un enjeu sur lequel mise la stratégie nationale, c'est d'appuyer la production d'hydrogène sur l'électrolyse de l'eau. OK pour la slide suivante du coup. Donc, je vais détailler donc les principaux enjeux et priorités de la stratégie nationale, et je vais revenir plus en détail sur le principal qui est l'enjeu environnemental. J'ai parlé de la décarbonation de l'industrie en s'appuyant sur l'électrolyse, j'y reviendrai pas, mais le deuxième enjeu, c'est de développer la mobilité hydrogène, et notamment la mobilité lourde, ou autrement appelée intensive, plutôt que la mobilité légère. Alors, qu'est-ce que la mobilité intensive? C'est l'usage bus, benne à ordures ménagères, autocar, camion, qui justifie pour des besoins d'autonomie kilométrique journalière, pour des besoins aussi de temps de rechargement limité, qui justifie d'avoir recours à l'hydrogène. C'est la question a été posée, hein, et on a un rendement qui est relativement médiocre de la chaîne hydrogène, production jusqu'à la consommation, par rapport à une simple chaîne batterie. Pour autant, sur ces usages-là, on peut difficilement faire avec d'autres vecteurs, donc on mise sur l'hydrogène. Et ça va permettre d'atteindre effectivement, comme ça a été dit, le zéro émission de CO2, gaz à effet de serre à l'usage. Alors évidemment, à l'ADEME, on analyse les choses sur l'ensemble du cycle de vie, donc de la conception des véhicules jusqu'à leur démantèlement, et en incluant évidemment le carburant selon l'impact carbone de l'électricité qui peut diversifier.
On peut atteindre aussi, et on atteint, ça permet d'optimiser l'amélioration de la qualité de l'air avec tout ce qui est oxyde d'azote notamment, et de limiter le bruit. Et enfin, le dernier enjeu, c'est d'atteindre, c'est important, je pense, aujourd'hui plus que jamais avec la hausse du coût de toutes les énergies, la souveraineté énergétique de la France et l'indépendance technologique, donc asseoir les technologies si possible sur des matériaux nationaux. Et pour ça, la priorité, c'est de soutenir la recherche et l'innovation. Donc sur la slide suivante, donc ça me permet d'enchaîner avec les dispositifs dont les ministères ont donné la charge à l'ADEME. Ce sont deux dispositifs qui sont bien complémentaires, hein. Le premier à gauche, donc l'appel à projet briques technologiques et démonstrateurs, donc doté de 350 millions d'euros. Comme son nom l'indique, il est opérationnel, hein, jusqu'à fin 2022. Comme son nom l'indique, il cible des besoins de montée en maturité technologique et d'atteindre une maturité commerciale sur certains pans de la chaîne de valeur hydrogène. Donc voilà. Et le deuxième outil, c'est l'appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène, donc qui est aujourd'hui clos. J'y reviendrai, et qui lui s'attache bien sur des projets incluant l'ensemble de la chaîne de valeur, infrastructure, production, distribution et jusqu'aux usages, notamment en soutenant la mobilité lourde, et sur des niveaux de maturité technologique des équipements dits TRL 9, c'est-à-dire maturité commerciale. Donc pour faire un bilan de cet appel à projet avant de parler de la suite sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça a été clairement, hein, sur l'année dernière, cet appel à projet a été un grand succès, forte mobilisation à l'échelle nationale et régionale, avec plus de 100 projets déposés, ce qui totalise 60 mégawatts d'électrolyse potentiellement installés, et une équivalence à 300 véhicules lourds soutenus. Alors on est loin, hein, des chiffres évoqués comme objectifs dans la stratégie nationale, mais c'est aussi le début de l'histoire, d'une part, et d'autre part, l'ADEME n'a qu'une partie des dispositifs. En tout cas, ça a été un réel succès. La troisième clôture de septembre 2021 est encore en cours de préinstruction. Il y a une demande, clairement, il y a plus de 60 projets déposés à la dernière clôture, donc une demande budgétaire qui est supérieure à l'offre, ce qui demande des critères de sélection et une présélection des projets poussés, et ce qui met malheureusement en attente un peu la reconduite de cet appel à projet sur 2022. Donc les choses devraient se décanter rapidement. On vous tiendra évidemment informé pour garder la dynamique, et puis n'hésitez pas à revenir vers moi pour plus de compléments. Je finis par ça. Je partagerai dans le chat, là, après mon intervention, un webinaire que j'avais pu animer en octobre 2021 qui fait le focus là pendant 1 heure et la part belle aux lauréats néo-aquitains, et notamment le premier, hein, qui était le projet LIMO de mobilité, mobilisant des bus et des bennes ordures ménagères à l'hydrogène, donc porté par Limoges Métropole et Storengy notamment. Donc je vous le partagerai dans le chat. Et je voulais finir et conclure par ce point-là. Ce qu'on montre, hein, dans l'analyse de ces 100 projets, c'est que plus les usages couplent à la fois de la mobilité et des usages process industriels, avec généralement des fortes consommations d'hydrogène, ça permet d'atteindre une optimisation des CAPEX et des économies d'échelle. L'augmentation de la taille des projets permet d'atteindre des économies d'échelle. Ça permet d'atteindre un lien avec le prix cible de l'hydrogène à la pompe, à la distribution en euros par kilo, donné par l'ADEME à 9 euros aujourd'hui. Et donc, c'est important de coupler les usages mobilité et les usages industriels. Donc, jouons collectif si on veut voir déployer cette filière-là. Voilà, les pouvoirs publics doivent bien évidemment se mobiliser. Les usagers exploitants publics de flotte régionale ou locale doivent se mobiliser, mais aussi les usagers actuels industriels, la filière, les fournisseurs et les développeurs également, et je dirais même jusqu'à l'usager final, si on veut vraiment transformer l'essai en Nouvelle-Aquitaine.
Voilà, j'en ai fini pour ma part. Et la dernière slide, c'est uniquement mes coordonnées. On intervient en partenariat avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des instructions. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Et puis, on peut prendre un temps de questions-réponses. Et je répondrai de toute façon dans le chat ou ultérieurement si besoin. Merci Thomas. En fait, tu as répondu à pas mal de questions qui ont été posées en direct. Peut-être tu as fait un focus sur l'appel à projet au niveau national. Est-ce que tu pourrais dire combien il y a d'entreprises en Nouvelle-Aquitaine qui ont été labellisées? Oui, alors, comme je l'ai dit, hein, la troisième clôture est encore en cours d'instruction, donc forcément l'analyse est partielle. Pour l'instant, en lauréatisation, on a un lauréat néo-aquitain qui est le dossier que j'ai évoqué, donc l'IMO, porté par Storengy et Limoges Métropole. Et je vous mets dans le chat le lien juste après. Mais il y a eu des postulants hein, lors de la troisième clôture. Ça a été, je vous dis, un succès. C'est en cours d'instruction. Vu que c'est pas officiel, évidemment, je ne m'avancerai pas sur la troisième, enfin sur l'évaluation de la troisième clôture. Après, une autre question. Est-ce que les tracteurs agricoles sont dans les objectifs de déploiement national pour basculer vers les piles à combustible? Alors, pas à court terme, hein, de par aussi la maturité ou l'immaturité des technologies à court terme, ça pourra venir. L'ADEME ne souhaite pas faire de l'hydrogène pour faire de l'hydrogène. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment une analyse du besoin et notamment multifilière. Est-ce que le tracteur a un besoin et un intérêt spécifique à avoir une conversion à l'hydrogène et ou au bio-GNV, par exemple, hein, sachant que la production peut être à proximité des usages. Donc, c'est un débat beaucoup plus large que le simple oui-non considération de cet usage-là. Très bien. Dernière question. Est-ce qu'une filière de commercialisation de l'oxygène issue de l'électrolyse est prévue? Alors, il faudrait peut-être repréciser la question, mais ce que je peux dire, c'est que la stratégie nationale, en tout cas, a un regard, et puis l'interministériel, dans le cadre du choix, a un regard fort sur les technologies, on va dire, locales, nationales de production, distribution, comme les usages. Donc, oui, par l'intermédiaire des soutiens actuels, futurs soutiens, et oui, indirectement, par l'intermédiaire des dispositifs qu'on peut soutenir. Repréciser la question si c'était pas ça l'objet, mais j'y répondrai dans le chat. Très bien, impeccable, merci. Faya, je te relaisse la main. Très bien, merci Calixte. Et merci Thomas hein, pour ce focus sur la stratégie nationale et les dispositifs de soutien de l'ADEME concernant l'hydrogène. Donc, pour suivre, nous allons passer à un focus régional. Donc, comment est-ce que l'hydrogène se déploie aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, que ce soit du côté de l'offre ou de la demande. Et donc, on va donner la parole à Gérard Majewski, qui est le pilote de la feuille de route hydrogène au niveau régional. Et je compléterai son intervention par la suite. Bonjour Gérard. Bonjour Faya, merci à tout le monde d'être aussi nombreux pour ce webinaire, hein. C'est vraiment des chiffres assez impressionnants. Voilà, nous avons quelques minutes avec Faya pour présenter effectivement la stratégie hydrogène en Nouvelle-Aquitaine. Donc comme le nom l'indique, hein, en se focalisant aujourd'hui sur l'offre industrielle et ses premiers usages. Voilà, donc Faya, tu peux la slide suivante s'il te plaît. Merci. Donc, les principaux axes de travail de la feuille de route hydrogène régional eh bien, sont dans le document justement qui a été voté par la région en octobre 2020. Donc, la genèse de ce document est intéressante. On va prendre quelques instants pour la rappeler, puisque l'hydrogène, en fait, n'était pas une filière stratégique identifiée par aucune des trois régions qui constituent la Nouvelle-Aquitaine actuellement, hein, qui étaient donc l'Aquitaine, Poitou-Charentes et puis Limousin. Donc des sujets hydrogène existaient, mais ça n'était pas une filière qui avait été identifiée comme stratégique. Quand la Nouvelle-Aquitaine a été créée, en 2016, le président Alain Rousset nous a demandé donc à Didier Duquesne, qui est le responsable du service filières vertes et bleues, auquel j'appartiens, et à moi donc de faire un travail un peu expérimental sur ce point et pour savoir si effectivement il y avait un intérêt pour la région à s'engager dans un accompagnement de ce qui pourrait devenir une filière régionale sur l'hydrogène. Et on a été très très surpris
de voir l'intérêt des entreprises, l'intérêt des laboratoires et également l'intérêt des territoires pour ce travail sur l'hydrogène. Donc à partir de là, avec l'ADI, donc avec Faya, Laurent Thierry et leurs équipes, nous avons commencé à travailler avec les entreprises dont beaucoup sont présentes aujourd'hui, avec les laboratoires et les territoires, dans le cadre du cluster régional énergie et stockage, pour vérifier l'intérêt, justement, la faisabilité d'une filière régionale hydrogène dans notre région. Cela a été vérifié lors notamment d'un bootcamp, un travail collaboratif avec là aussi beaucoup de partenaires qui sont autour de la visio aujourd'hui, entreprises, laboratoires, territoires et puis agences, et des agents de la région. Et quand tout le monde a été bien convaincu effectivement que ce travail méritait donc d'être rédigé sous la forme d'une stratégie, eh bien nous avons donc présenté à nos élus une feuille de route donc qui a été, comme je le précisais, rédigée de manière tout à fait coopérative. Et cette feuille de route a été votée en octobre 2020. Voilà, cette feuille de route, donc pour les personnes qui ne l'ont pas, nous pourrons l'envoyer, la transmettre, soit directement avec Faya, soit par le biais de Calixte ou par France Hydrogène. Donc c'est un document qui reprend 8 fiches actions principales qui ont été regroupées ici. Donc une fiche action qui est sur la recherche et développement et l'innovation, une autre sur l'industrialisation, une sur la formation, compétences et métiers. Et ça, c'est quelque chose qui bouge vraiment beaucoup depuis l'année dernière. Depuis la moitié de l'année dernière, en fait, on a des entreprises qui nous demandent effectivement s'il y a des possibilités d'un accompagnement sur le recrutement de postes. Alors ça va de thésard jusqu'à maintenance hydrogène, donc thésard, ingénieur, BTS, etc., jusqu'à tout ce qui est soudeur, technicien aussi, et puis ce qu'on appelle les futurs garagistes de l'hydrogène. Donc là, la région est en train de réfléchir à un accompagnement spécifique, donc à acheter donc des campagnes de formation pour accompagner justement ces demandes. Et ça, c'est vraiment très significatif du développement de la filière. Alors les hubs et écosystèmes et portuaires maritimes fluviaux, alors mes collègues de la direction énergie et climat n'ont pas pu se rendre présents aujourd'hui, donc je rappelle que la suite de la feuille de route a été votée en octobre 2020 également, donc le premier appel à projet régional spécifiquement dédié à l'hydrogène sur les hubs terrestres et maritimes. Et si vous êtes intéressé par ce document, par cet appel à projet, il est sur le site de la région où vous pouvez contacter donc Karines Brunias, Bleuen Bertha ou Charles Verrier. Je pourrais vous donner les coordonnées dès que vous le souhaitez. Et l'un des points également très importants pour une filière comme l'hydrogène, qui est une filière récente, contrairement à d'autres filières plus matures, c'est d'avoir un gros travail d'animation. Et ce travail d'animation, effectivement, a été confié par la région à l'ADI, avec Faya, qui est en première ligne de ce travail. Et il y a tout un travail qui se fait justement avec les entreprises, les laboratoires, les territoires, pour animer la filière et la faire se développer sur ces différentes chaînes de valeur. Voilà, slide suivante. Merci Faya. Merci Gérard, et ça fait une excellente transition. Donc, comme l'a évoqué Gérard et également Thomas, l'idée c'est de jouer collectif pour développer ce nouveau secteur d'activité, cette filière hydrogène en Nouvelle-Aquitaine. Et donc notre agence, comme je le disais en introduction, est missionnée justement pour organiser l'émergence de ce secteur en embarquant tout type d'acteurs économiques au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, sans forcément tous les citer, ça va des acteurs publics, privés, des centres de recherche, des institutionnels, etc. Et donc, l'idée, c'est de créer cette dynamique et faire en sorte que des projets de développement technologique ou de déploiement d'infrastructures et d'équipements émergent et se concrétisent en Nouvelle-Aquitaine. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, du côté de l'offre, en fait, il y a tout un ensemble d'acteurs aujourd'hui qui sont positionnés sur le sujet de l'hydrogène. Je ne vais pas avoir le temps de détailler ce panorama, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que notre rôle, c'est finalement de cartographier les compétences technologiques et industrielles qui existent en Nouvelle-Aquitaine et qui se développent. Donc, l'idée là, c'est qu'on a j'ai repris une segmentation qui a été proposée par la région Occitanie, vu que je trouve qu'elle est très claire. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a 4 blocs aujourd'hui d'acteurs qui sont positionnés au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a les briques technologiques et industrielles, tout ce qui touche à la supply chain, donc production, transport, distribution, stockage d'hydrogène.
la recherche et développement, évidemment, avec les académiques et les centres de recherche et de transfert technologique. Et enfin, tout ce qui touche aux services support, donc les études, l'ingénierie, la construction et tout ce qui est structure d'accompagnement, dont on fait partie. Slide suivante. Ça a été évoqué rapidement par Thomas précédemment, mais il y a un certain nombre de projets aujourd'hui qui se concrétisent qui se développent en Nouvelle-Aquitaine, et plus largement un ensemble de collectivités territoriales qui réfléchissent et qui essayent de se construire une vision sur l'hydrogène. L'idée étant pour ces collectivités justement de se doter d'une vision et qui puisse à partir de laquelle les acteurs locaux puissent, une vision dont les acteurs locaux puissent s'emparer, et donc et pour laquelle en fait et dans laquelle ils s'inscrivent finalement. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne les projets, bon, là on en a cité 5, il y en a d'autres qui sont peut-être confidentiels aujourd'hui, mais voilà, pour faire simple, donc il y a le projet Pyrénées Hydrogène, donc dans Audrey-le-Bars, que je salue au passage, va pouvoir nous dire 2 mots dans la deuxième partie de l'événement. 2 autres projets du côté de Bordeaux, un sur le port de Bordeaux et un autre qui est poussé par le gestionnaire de réseau de distribution qui s'appelle Regaz. Et le projet de Limoges Métropole et Storengy que Thomas a évoqué sur les bennes à ordures ménagères et les bus. Et enfin Cathy à La Rochelle, qui est un écosystème qui se structure au niveau du port de La Rochelle et qui adresse différents types d'usages terrestres comme maritimes. Et donc pour finir, voilà, nous sommes à votre disposition. J'ai été très rapide, je m'en excuse, mais voilà, il fallait respecter le temps. Donc on est à votre disposition pour vous donner plus de détails sur les différents projets qu'on a évoqués et plus largement vous aider à concrétiser vos idées ou vos projets si jamais vous en avez. Voilà, alors, merci beaucoup. Alors, il y a 2 petites questions pour vous deux. L'appel à projet Nouvelle-Aquitaine est-elle cumulable avec celui de l'ADEME? Pratico-pratique. On va essayer de répondre Thomas pour le coup, s'il est toujours par là. Il doit être là. Thomas. C'est dans le cadre de la comitologie, en fait. Région ADEME, hein, donc il y a un travail préparatoire d'études des projets. Je réponds juste en attendant que Thomas. Oui, enfin pour répondre. On va peut-être répondre alors si Thomas ne peut pas. Voilà, donc effectivement, l'appel à projet donc région, donc c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, a été géré donc par la direction énergie et climat, hein, donc par Karine Las-Brunias qui est la chef de service, alors Gilles Berton Chimie, Blaine Bertin et Charles Verrier. Donc ce document se trouve sur le site de la région et peut vous être envoyé si vous le souhaitez. Ensuite, il y a un travail qui se fait avec l'ADEME dans ce qu'on appelle une comitologie, c'est-à-dire que ce sont des réunions communes qui permettent d'examiner en amont les projets, les dossiers, pour éviter d'une part des redondances, pour pas qu'il y ait un double guichet, on va dire, et d'autre part pour vérifier quel est le meilleur appel à projet, est-ce que c'est le national ou le régional qui est le plus adapté à la taille et au positionnement du projet. Voilà. Et pour compléter, Thomas affirmera, hein, mais si la question ça concerne l'hybridation des financements en tapant à la fois sur un guichet national et régional, je pense que c'est possible, mais bon, c'est à Thomas de confirmer, et finalement ce ne sera pas sur les mêmes périmètres d'intervention évidemment. Mais ça s'organise de toute façon en bonne intelligence entre la région et l'ADEME, comme Thomas l'a dit. Voilà. Après, une question qui concerne vraiment les acteurs qui sont autour de la table. Peut-on participer au prochain groupe de travail organisé par la région sur la filière hydrogène? Alors là, sur les groupes de travail, donc effectivement, dans le cadre de la feuille de route, comme je précisais, il y a 8 fiches actions qui ont été rassemblées tout à l'heure en 5 axes principaux. Donc une grande partie donc, de ces fiches actions est animée en direct par l'ADI. Nous, au niveau du service filière vertes et bleues, nous animons en direct avec la direction formation, le pôle formation et également la direction recherche, tout ce qui concerne donc la formation et recrutement montée en compétences et également la recherche et développement. Voilà, donc selon les thématiques qui vous intéressent, eh bien, vous pouvez contacter Faya ou moi ou tous les deux, et ensuite là aussi, comme on travaille quotidiennement ensemble, on répartira vos demandes.
Mais nous sommes tout à fait intéressés pour examiner vos candidatures en fonction des thématiques qui vous intéressent. Voilà. Et pour préciser le point, merci Gérard. Voilà, aujourd'hui, on est en train de définir finalement un certain nombre de groupes de travail qui s'inscriraient dans la feuille de route en partenariat avec la délégation régionale France Hydrogène sur différentes thématiques, hein, que ce soit la mobilité lourde, terrestre ou maritime ou d'autres sujets. Et l'idée justement, c'est de structurer ces groupes de travail et on est évidemment ouvert et intéressé, hein, enthousiaste à l'idée d'impliquer tout acteur qui s'intéresserait à ces thématiques-là. Donc, nous, on se charge juste de donner la structure, donc qui est en cours de définition. Et derrière, bienvenue à tout acteur de Nouvelle-Aquitaine qui s'intéresse à ces sujets et qui voudrait contribuer sur ces thématiques. Voilà. Et je voudrais compléter aussi, merci Faya, nous travaillons déjà avec France Hydrogène au niveau national, puisque nous avions fait adhérer la région à l'AFIPAC, hein, qui était France Hydrogène jusqu'à 2019, je crois, hein, 2020. Donc dès 2017, dès qu'on a senti effectivement, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, que l'hydrogène était un sujet qui était vraiment important et qui deviendrait stratégique. Et à ce titre, nous sommes actifs dans plusieurs groupes de travail, le groupe de travail territoire, le groupe de travail région, le groupe de travail chaîne de valeur, et également avec ma collègue Marilyn Cadoré du pôle formation que je salue parce que je sais qu'elle écoute notre webinaire. Eh bien, nous sommes également au groupe de travail national sur la formation et les montées en compétences. Et nous allons bientôt travailler également sur la recherche-développement et l'innovation. Merci à vous deux. Faya, je vais te laisser la main. Merci. Donc, Paul, pour votre information, Emeline n'est toujours pas en ligne. On essaie de la connecter. Ah, si, elle est arrivée. Je suis là. Impeccable, génial. À toi, Merci Faya. à vous. Parfait, merci Calixte. Donc, bonjour Emeline, bonjour Paul. À vous la parole donc, pour nous présenter, pour nous faire un état des lieux de la consultation du marché H2 bas carbone et renouvelable organisé par Teréga et GRT Gaz. Merci Faya. Donc, je suis Emeline Drouet, je représente GRT Gaz, plus précisément la délégation territoriale Centre-Atlantique, dont la Nouvelle-Aquitaine. Je vous présenterai en premier lieu les objectifs de la consultation de marché qui a été lancée donc, par Teréga et GRT Gaz le 1er juin 2021. Et Paul complétera sur les premiers enseignements tirés de cette consultation. Donc, on peut passer à la slide suivante pour évoquer les éléments de contexte et les objectifs poursuivis dans cette consultation. Donc, pourquoi lancer une consultation? Il a été évoqué par les précédents interlocuteurs l'intérêt croissant pour la filière hydrogène et notamment bas carbone et renouvelable. Et l'enjeu pour nous, gestionnaires de réseaux de transport, est d'anticiper les attentes et les besoins et de les qualifier le plus précisément afin de prévoir le réseau d'hydrogénoducs français. Le développement d'un réseau de transport d'hydrogène, toujours sur cette slide, repose sur des infrastructures capitalistiques et il nous faut analyser du coup les trajectoires futures de développement afin de dimensionner au mieux le réseau. L'objectif poursuivi étant d'optimiser le coût d'adaptation de nos réseaux pour fournir un service de transport d'hydrogène à coût maîtrisé. Donc, pour dimensionner le réseau au plus juste, il nous faut planifier ce réseau de façon concertée, donc avec les acteurs français de la filière hydrogène, les producteurs, les futurs usagers, et c'est l'objet de cette consultation publique, sachant que cette consultation s'inscrit par ailleurs dans une démarche collaborative avec nos homologues européens, les transporteurs européens voisins, la cible étant de se coordonner, autant pour moi, avec les besoins des pays adjacents, tels que l'Allemagne ou l'Espagne, et de répondre également aux enjeux d'interconnexion d'un réseau européen. Donc, les premiers travaux partagés entre les 11 transporteurs européens ont montré que le réseau d'hydrogénoducs européen pourrait reposer à 70% sur la conversion de canalisations existantes de transport. Et donc, pour nous, il s'agit de dimensionner les capacités d'acheminement souhaitées, le tout dans un équilibrage de nos réseaux entre la partie qui serait maintenue à l'acheminement du méthane et notamment du biométhane et les tronçons de réseau qui seront donc dédiés au transport d'hydrogène et convertis au vecteur hydrogène. On peut passer à la slide suivante. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on souhaite faire dans cette consultation et quelles attentes et besoins souhaite-t-on préciser?
L'objectif, c'est déjà de qualifier précisément la filière de développement en comprenant au mieux quel séquencement des usages et quel séquencement de la production, avec quelle cinétique de développement. Autant pour moi, j'ai une mise à jour qui s'impose. Deuxième point, c'est d'évaluer plus précisément les volumes et capacités attendus et bien évidemment de les localiser précisément de façon à savoir quels sont les segments de réseau les souhaités et d'anticiper leur localisation. La méthode, donc cette consultation publique a été lancée, je l'ai dit, le 1er juin 2021. Les premières étapes, c'est de solliciter les différents usagers, les acteurs de la filière, de leur faire préciser au travers de questionnaires leurs besoins et attentes, leur stratégie de développement. Pour nous, ensuite, ça servira de commencer à projeter et planifier les premiers tronçons de réseau. Sachant qu'il s'agit d'une démarche itérative, puisque l'on sait que les acteurs de la filière ne peuvent répondre aujourd'hui précisément sur leur trajectoire de développement à long terme. Et donc, il s'agit d'un cycle itératif avec une consultation qui aura lieu tous les ans ou tous les 2 ans, de façon à être au plus près des attentes et besoins. On peut passer à la slide suivante. Donc, s'agissant de cette première consultation donc conduite en 2021, on a obtenu un grand nombre de réponses. Donc pour nous, la consultation s'est avérée très satisfaisante avec un panel de répondants représentatifs de ce que l'on imaginait, donc représentés pour presque de la moitié représentés par le secteur industriel et avec un autre quart représenté par les expéditeurs et fournisseurs d'hydrogène. L'autre quart étant représenté donc par les collectivités, les acteurs publics soutenant le développement de la filière hydrogène bas carbone et renouvelable, avec un petit pourcentage également pour tout ce qui est bureau d'études et transporteurs. Et donc, le premier enseignement, et Paul va développer les prochains, c'est que 60% des répondants industriels identifient bien l'hydrogène comme un vecteur de décarbonation et donc inscrivent dès à présent l'hydrogène dans leur stratégie de développement. Voilà, donc je vais laisser la parole à Paul pour le détail des premiers enseignements de cette consultation. Merci Emeline. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comme le disait Emeline, en fait, on peut déjà, donc, avant la restitution finale qui sera partagée au mois de mars, on peut déjà vous partager quelques enseignements. Et le premier point qui nous intéressait, c'est de savoir quelle était la vision que les acteurs du marché eux-mêmes avaient du déploiement de ce marché de l'hydrogène. Et on est plutôt satisfait, ou en tout cas on est assez peu surpris des réponses parce qu'elles correspondent à peu près à la vision qu'on avait nous-mêmes et celle qui est aussi portée à travers France Hydrogène ou le comité stratégique de filière. Il y a une première étape qui est évidente et qui est à très court terme, et c'est un peu l'objet aussi de ce webinaire, c'est une période ou une phase d'acculturation aux besoins et au sujet de l'hydrogène. Et ensuite, à court terme, donc dès demain, un développement, enfin même dès aujourd'hui, un développement d'écosystèmes locaux, territoriaux. On anticipe ensuite la création de ces bassins. Donc là, ça reprend la carte que vous voyez sur cette slide, reprend en partie la carte qui a été présentée tout à l'heure par Benoît et qui avait été proposée par le CSF avec 7 grands bassins. Alors cette carte, elle est aussi issue, complètement issue d'ailleurs des retours qu'on a eu des participants à notre questionnaire. C'est-à-dire que ça conforte, ces cartes se superposent et évidemment, on est conscient que cette carte peut évoluer, donc d'où l'intérêt de faire ce travail de façon itérative et de l'affiner année après année pour voir où peuvent émerger d'autres projets ou d'autres besoins de consommation de l'hydrogène. À long terme, et ça reprend aussi le volet qui a été présenté en partie par Benoît, il y a la volonté d'interconnecter ces bassins entre eux et puis à l'échelle de l'Europe. Et c'est là toute cette carte-là telle qu'on la présente, c'est aussi de faire apparaître les besoins potentiels d'export et d'import d'hydrogène. Et on voit que les acteurs frontaliers sont très sensibles à cette question.
et intègre parfaitement la logique d'infrastructure et notamment de stockage dans cette dimension-là, mais je reviendrai sur ce point-là après. Donc la carte telle que vous la voyez nous permet en fait d'affiner quelque part aussi notre tracé et l'importance du tracé qu'on définira pour la conversion de certaines des canalisations pour l'hydrogène en fonction des zones où il y aura la plus grande consommation et production d'hydrogène dans le but de raccorder ces différentes zones. Ça, c'est pour la partie vision telle que les acteurs du marché nous l'ont remonté. Je vais, sur la slide suivante, vous présenter plutôt la partie sur les besoins, les premiers retours sur les besoins. Et sans surprise, en fait, le premier besoin, c'est la compétitivité financière de l'hydrogène. Ça paraît évident, mais c'est remonté systématiquement. Le coût de l'hydrogène sera déterminant. Et un autre point qui, lui, nous a conforté aussi dans notre démarche et dans la logique de cette itération autour de cette consultation, c'est que 90%, même 91% pour être précis, des répondants envisagent le transport de l'hydrogène via canalisation dédiée à l'hydrogène. Alors, c'était une question ouverte et il se trouve qu'en fait, l'essentiel des personnes qui ont répondu, même transport par bateau, transport routier ou ferroviaire, ont également coché la case transport par canalisation, ce qui démontre en fait et ce qui aussi explique le sens de cette consultation. Et le transport par canalisation étant aussi considéré comme le transport le plus économique et le plus efficace pour relier ces différents bassins. Et ce besoin de transport et ce besoin de canalisation pour ce transport répond aussi à un autre enjeu qui était très important de la part des acteurs du marché, c'est la sécurité et la diversité d'approvisionnement. En fait, pour la plupart, ils calquent leur fonctionnement sur l'hydrogène comme ils l'envisagent aujourd'hui sur la question du gaz, c'est-à-dire que l'infrastructure du transport leur permet aussi de sécuriser l'acheminement de l'hydrogène jusqu'à chez eux. Et ça leur permet également d'avoir une sécurité d'approvisionnement et une fluidité du marché. Et tout ça s'intègre assez facilement, comme c'est le cas dans le marché gazier actuellement, dans une logique interconnectée avec nos voisins européens, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, on dépasse simplement la logique initiale de bassin de production à échelle réduite, mais on intègre vraiment une vision marché global et marché intégré à l'échelle de l'Europe. Il vous reste une minute, Paul. Pardon ? Il vous reste une minute. Alors, je me dépêche. Je vais venir vite fait sur les ateliers. Il y a un autre point rapidement qui est aussi remonté, c'est la complémentarité entre le CO2 et l'H2, parce qu'une grande partie des répondants envisagent d'abord l'H2 pour décarboner leur process et leurs services industriels. Et donc, la question du carbone, évidemment, est traitée aussi dès le départ et la complémentarité entre les deux est intéressante. Sur la slide suivante, les deux slides suivantes sont un petit retour sur le process tel qu'il avait été conçu par Teréga et GRTgaz. On a fait d'abord cette partie de consultation avec un questionnaire, puis ensuite on a eu des échanges bilatéraux et après on a organisé des ateliers territoriaux, donc on en a fait 3. GRTgaz en a organisé 2, l'un à Dunkerque, l'autre à Fos, et Teréga en a organisé un de manière digitale en regroupant les acteurs du Sud-Ouest, donc de la partie Aquitaine et Occitanie. L'objectif était de comprendre les besoins H2 des acteurs et quels étaient les déclencheurs, les freins et les leviers qu'on pouvait déjà identifier les besoins CO2 aussi pour la complémentarité avec H2 que j'évoquais juste avant, et échanger sur la pertinence de développer les infrastructures. Donc l'objectif était vraiment d'affiner notre compréhension des besoins du marché. Et j'ai fait une slide après juste pour préciser sur l'atelier qui concerne plus la région Nouvelle-Aquitaine, si on peut passer celle d'après, qui est intéressante parce que il y a beaucoup de participants, l'ADI, le territoire d'industrie et IDEO pour la partie Occitanie ont pu intervenir. Et on avait fait intervenir trois sujets, 3 témoignages qui étaient remontés sur la question, sur la zone sud-ouest, qui était la question du stockage de l'hydrogène. Donc, on a fait intervenir le IGO avec HDF, le stockage du CO2 avec le projet Picasso et la vision transfrontalière avec DH2, qui est un producteur côté espagnol. Les acteurs, en fait, voient vraiment le lien de l'interconnexion dans le sud-ouest intéressante parce que si on pouvait bénéficier d'un hydrogène plus compétitif ou d'une électricité renouvelable plus compétitive côté espagnol, la question du stockage aussi, comme c'est le cas aujourd'hui pour le gaz, pourrait se faire dans l'autre sens et les capacités de stockage françaises, en tout cas les capacités de stockage en Aquitaine, pourraient permettre d'alimenter aussi le marché espagnol dans l'autre sens. Donc on a évidemment aussi eu la question sur le dimensionnement du réseau électrique localement. Et évidemment, on a après traité la question de la mobilité dans la région qui est plus pertinente sur le territoire de l'Aquitaine aujourd'hui et le besoin en fait ou l'intérêt de l'infrastructure existante gazière pour développer les projets de mobilité.
Et donc voilà, pour conclure très rapidement, je me dépêche. La suite des étapes, donc c'est sur la slide suivante. Donc le 10 mars à 14 h, il y aura la restitution finale de ces échanges et on pourra vous donner davantage d'informations et le processus itératif pourra reprendre aussi à partir du mois de juin prochain. Voilà, s'il y a des questions. Parfait. Oui, il y a beaucoup de questions, mais là, on est un peu au top au niveau du temps. Juste une question. Utiliser des réseaux existants alors que l'atome hydrogène est plus léger, est-ce que cela a un sens au regard des pertes-fuites? Alors, c'est évidemment un sujet qui est traité en interne, et d'ailleurs qu'on traite aussi avec l'administration. Il y a plusieurs groupes de travail qui existent et des groupes de travail qui existent aussi entre les différents opérateurs, notamment un qui est piloté par GRTgaz, interopérateur, qui traite toutes ces questions d'accès au réseau, sur la question d'intégrité du réseau et sur la manière d'optimiser le flux d'hydrogène, qui a une composition en effet différente du méthane, pour le rendre optimal. Merci beaucoup. Faya, à toi pour la dernière partie, parole d'utilisateur finaux. Très bien, merci Calixte, merci Emeline et merci Paul. Donc, pour enchaîner sur la partie témoignages d'entreprises et utilisateurs finaux de l'hydrogène, je vais donner la parole à Julien Magne, donc, qui travaille chez Biosyntis, donc un industriel de la chimie fine qui est basé à Dissé dans le 86. Bonjour à tous, merci Faya, merci à la CCI de nous permettre un petit peu ce focus là sur notre activité. Donc, comme tous autour là, de la table aujourd'hui, on est passionné d'hydrogène et en plus on est passionné de chimie verte. Donc, je vais essayer de faire court parce que on va essayer de garder le timing jusque-là, comme ça a été respecté. Donc, Biosyntis, voilà. Donc, moi, je suis Julien Magne, je suis le directeur industriel donc, des deux usines basées à Dissé dans la Vienne. Donc, Biosyntis existe à peu près depuis 20 ans déjà. Et c'est qu'à partir de 2016 qu'on a commencé à produire par nous-mêmes pour résoudre des problématiques de qualité, de délai, de maîtrise des flux. Donc voilà, c'est depuis 2016 qu'on s'est installé donc, dans la Vienne. On a une première usine donc, qui était soumise à déclaration, une nouvelle donc, dans laquelle je suis aujourd'hui, qu'on a démarré en début d'année 2021, qui est donc cette fois une usine ICPE soumise à autorisation, donc l'instruction est en cours. Dans cette usine, en fait, nous allons produire nos spécialités qui ont été brevetées dès 2009. En fait, on a un gros savoir-faire dans la production, le développement et la commercialisation de bioalcanes. Donc, on est capable de faire ce que fait le pétrole en plusieurs millions d'années. On est capable de le faire en quelques minutes en fait au sein de notre usine. Et donc, ces bioalcanes en fait trouvent diverses applications, notamment dans l'industrie cosmétique, pour aller remplacer tout ce qui va être huile silicone. Les huiles silicone qui sont à la fois, alors elles ont l'avantage de ne pas être toxiques pour l'homme, par contre d'un point de vue environnemental, elles posent des gros problèmes de bioaccumulation puisqu'elles ne sont pas biodégradables. Donc voilà, notre portefeuille brevet, en fait, la gamme Vegelite, là je fais juste un focus sur cette famille-là aujourd'hui, on a donc une super alternative voilà, à ces huiles silicone. Donc on a créé une usine donc, chimie verte donc, à Dissé. Là, je vous donne un exemple en fait sur la gauche. Là, vous avez les deux unités aujourd'hui qui ont été démarrées au cours de cette première mi-temps en fait, qu'on appelle dans notre phase de travaux actuelle. On a donc intégré donc, la déshydratation continue d'alcool gras en oléfines. Donc là, je commence à dire des gros mots sûrement pour les non-chimistes. Les oléfines, en fait, voilà, c'est une matière organique qui est semblable à ce que l'on va trouver dans les craquages de produits pétroliers. Donc nous, on est capable de le faire de façon végétale, ce procédé, et de façon continue. Donc on a des procédés qui sont compacts et comme ils sont continus, en fait, ils sont vraiment, la taille est vraiment très réduite. Donc ce qui nous permet vraiment de réduire le site industriel et de pouvoir mettre une usine voilà, dans un petit village au bord de la N10 à Dissé sans avoir de risque industriel. Donc ces oléfines, voilà, nous après, c'est que la première étape. Et ces oléfines ensuite doivent être hydrogénées en alcane. Et donc c'est là, nous, l'intérêt de l'hydrogène est là. Il y avait deux possibilités. Soit on achète des bouteilles ou des citernes d'hydrogène et on les met sur la route pour pouvoir venir alimenter notre usine. Le premier inconvénient, voilà, c'est un peu la contradiction quand on fait la chimie verte, on va essayer de réduire les impacts sur l'environnement. Donc on a voulu réduire ce transport. Donc la première idée, voilà, c'était produire l'hydrogène sur site. Et puis la deuxième chose,
comme tout à l'heure avait pu le dire donc Benoît, c'est principalement aujourd'hui l'hydrogène que l'on trouve sur le territoire, c'est un hydrogène plutôt fossile puisqu'il est issu du vapocraquage. Donc voilà, si on veut faire des produits biosourcés, il faut aller jusqu'à un hydrogène biosourcé. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc ça, c'est un exemple. Bon là, c'est très vite, c'est les acteurs aujourd'hui mondiaux sur la production de ces bioalcanes. Donc en France, donc nous sommes 3, donc Biosynthes ici à Dissé. Vous avez le groupe Total avec sa filiale CEPIC et depuis peu donc le groupe Global Bioénergie aussi en région Picardie. On peut passer à la slide suivante. Donc ça, c'est un autre projet de développement local cette fois. Donc on monte une filière avec à proximité de chez nous, on a une coopérative qui fait du super boulot, qui produit donc des graines avec le label HVE, donc c'est haute valeur environnementale. Donc c'est des productions qui sont très propres et on travaille avec eux donc sur le développement donc de tournesol à haute teneur en acide oléique. Et ce tournesol, après, nous, va trouver diverses applications dans nos chimies. Et notamment, une de nos spécialités, c'est la production de bougies végétales. Donc, pour transformer l'huile de tournesol en une bougie, c'est pareil, il nous faut aussi encore de l'hydrogène. Donc ça, c'est les deux besoins actuels qui vont être consommateurs d'hydrogène. Donc, on peut passer à la slide suivante, qui est donc le choix que nous avons fait en fait d'installation. Donc on aura à partir de cet été sur notre site un électrolyseur avec la technologie PEM, donc à membrane, d'une capacité de 60 kJ. Donc c'est une consommation électrique. Tout à l'heure, on avait certaines questions là sur avoir une idée de la consommation électrique. Donc c'est un électrolyseur de plutôt petite taille, moyenne taille. Donc pour produire ces 60 kJ, la consommation électrique, on est à peu près à 60 kWh par kilogramme. Donc si voilà, vous avez une électricité, si vous n'avez pas de moyen de production d'électricité, si vous avez un kilowattheure à peu près à 10 centimes le kilowattheure, voilà, vous arrivez aujourd'hui à un prix de revient aujourd'hui de l'hydrogène à 6 € le kilo. Nous, ça nous convient pour notre chimie. Bien sûr, si on peut réduire ce coût, on l'atteindra bien sûr en grossissant l'installation. Donc pour démarrer, voilà, on va commencer par ce petit électrolyseur. Il va produire donc 30 m3, normaux mètres cubes par heure et relâcher dans l'atmosphère donc l'oxygène. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas d'utilisation en chimie sur notre oxygène. Donc on va le relarguer aux petits oiseaux. Donc on est une usine chimie verte qui ne va pas relarguer du CO2 dans l'atmosphère, mais qui va plutôt relarguer donc, de l'oxygène. Donc cet oxygène, voilà, pour la petite histoire, c'est l'équivalent d'une forêt de 10 hectares. Donc un petit électrolyseur qui rentre comme 2 armoires pour ranger les documents dans un bureau, c'est guère plus gros. Et voilà, ça va nous permettre de vraiment réduire l'impact sur le transport, parce que si on n'avait pas cette production d'hydrogène sur site, il faudrait imaginer en fait 2 camions complets de 200 bouteilles chacune sur la route chaque semaine. Donc c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, comme on dit. Donc on veut réduire notre impact là-dessus et améliorer du coup l'analyse de cycle de vie de nos produits en réduisant ces transports et en produisant donc l'hydrogène par nous-mêmes à partir donc d'une électricité renouvelable. On est aujourd'hui en contrat de fourniture sur une électricité 100% renouvelable, et dans la deuxième mi-temps, comme je le dis dans nos travaux, on va investir en fait dans la production d'électricité aussi sur site via du panneau solaire. Voilà. Donc j'espère que j'étais assez vite, assez rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Calix, du coup, est-ce qu'on a des questions pour Julien? Non, je ne vois pas de questions. Si, il y a une question. Non, il y a Thomas qui est en train de répondre. Il y a une question. Bon, non, il y a. Attendez, non, mais on passe et on reviendra sur la question. Il y a une question qui a été posée, mais on ne la retrouve pas. Ah si. D'accord. Parfait. Si, une question. L'augmentation importante récente des marchés d'électricité ne met-il pas en risque l'objectif de 6 € par kilo à court terme? Est-ce que c'est une question qui est... Alors, effectivement, on entend beaucoup à la télé l'augmentation des prix d'électricité. Voilà, après, tout dépend en fait des contrats que vous avez signés avec vos fournisseurs. Le contrat qu'on a signé, nous, pour l'instant, est stable. Il y a une petite augmentation, mais qui est dans le bruit de fond, nous, dans le prix de revient de cet hydrogène. Et aujourd'hui, en fait, dans la chaîne de valeur, l'hydrogène
n'est qu'un petit pourcentage. Donc même si on vient augmenter peut-être de 10% ce prix de l'hydrogène, nous, ça a très peu d'impact en fait sur le produit fini, parce que derrière, en fait, l'hydrogénation n'est qu'une étape dans nos procédés, et donc ne représente en fait qu'un faible pourcentage de la valeur du produit fini. Alors, peut-être un complément, hein, lorsque vous parlez de 6 € par kilo, est-ce que tous les coûts sont intégrés? Alors, oui, ça, après, c'est pareil. Alors, là, c'est vraiment que le coût énergétique. Après, bien sûr, vous avez des coûts d'amortissement, mais qui est dans notre business model. En fait, dans l'amortissement, il n'est pas appliqué que sur cette production d'hydrogène. Pour que ça fasse effectivement moins mal, en tout cas, voilà, aujourd'hui, voilà, l'hydrogène que l'on produit, il est uniquement pour la chimie. Donc, on répartit tous nos investissements en fait sur l'enveloppe globale de l'usine. Parce qu'on ne produit pas que des produits hydrogènes dans l'usine, donc on dilue un petit peu voilà, cet investissement sur la production totale de l'usine. Par contre, voilà, demain, on veut aller un peu plus loin et puis être acteur aussi sur l'hydrogène mobilité. Donc on investira sur une machine un peu plus grosse. Et là, on est en train de collecter un petit peu autour de nous les besoins, parce qu'on aura un besoin pour la chimie. On a des transporteurs routiers autour de chez nous qui pourraient éventuellement aussi investir dans des machines. Et on a identifié également un autre industriel en fait, qui pourrait avoir un besoin d'hydrogène pour un petit peu pour la découpe de métaux. Voilà. Très bien, merci. À toi, Faya. Parfait. Merci, Julien, pour cette belle illustration de l'usage de l'hydrogène en process industriel. Et donc, pour continuer, nous allons donner la parole à Christophe Brugnot, qui est business developer chez ITM Power, fabricant d'électrolyseurs et également membre de la délégation régionale de France Hydrogène. Et Christophe va pouvoir nous faire un tableau rapide des usages de mobilité hydrogène au niveau français. À toi, Christophe. Merci, Faya. Bonjour à tous. Enchanté, Christophe Brugnot, ITM Power. Donc, tu peux passer la prochaine slide. Voilà, merci. Donc, bon, première chose à retenir concernant l'hydrogène mobilité, c'est d'abord, avant tout, il faut savoir que l'hydrogène mobilité, c'est une réalité. On est sur un certain nombre de projets à l'échelle de la France, et le concept de la mobilité hydrogène en France passe par un concept qui est de constituer des écosystèmes autonomes tournant qui vont d'un point de production et d'un ensemble d'usages. Ces écosystèmes sont en général portés par des agglos, parce que les premiers véhicules sont souvent aujourd'hui fonctionnels et déployés, ce sont des bus, mais pas uniquement. Il existe aussi des voitures de particuliers comme des Mirai, des Toyota, des Hyundai, mais également des BOM, des bonnes à ordures ménagères, ou on va commencer à voir des camionnettes. Ces écosystèmes sont aujourd'hui beaucoup portés par des agglomérations, des métropoles, souvent orientées sur la mobilité de bus, par exemple. Comment fonctionnent ces écosystèmes? Comme je disais, ils doivent être encouragés, soutenus politiquement par des agglos, des métropoles. Et ensuite, ces agglos, ces métropoles s'appuient souvent sur des spécialistes. L'ensemble de ces écosystèmes France et les besoins, on va dire, l'ensemble des projets qui sont portés sont aujourd'hui encouragés et globalisés autour d'un groupe qui s'appelle H2 Mobilité France, qui fait partie de France Hydrogène. L'intérêt de ce groupe, qui s'appelle H2 Mobilité France, c'est qu'il regroupe l'ensemble des industriels qui ont à voir avec cette mobilité. Il regroupe des industriels
comme les fabricants de camions, de bus, mais aussi les opérateurs. L'intérêt de ce groupe, c'est qu'il regroupe des groupes de travail, tels que le groupe de travail bus, camions, bennes ordures ménagères. Ils encouragent, ils partagent de l'information, ils partagent de l'information notamment sur les guichets qui permettent de financer ces projets, parce que tous ces projets sont financés, ils ne vivraient pas s'ils n'étaient pas financés, et il y a des guichets comme les guichets de l'ADEME et des guichets européens. Si tu peux passer la slide suivante. Alors, je vous mentionnais en introduction le fait que la mobilité hydrogène était une réalité. Là, vous avez un exemple de projets qui sont déjà déployés en France. Alors là, on a un ensemble de slides qu'on va dérouler. Cette slide-là vous présente la réalité à l'instant T, avec des projets donc autour de la région parisienne, dans la Sarthe, sur la Roche-sur-Yon, mais également en Hauts-de-France, en Bourgogne, et évidemment sur la Nouvelle-Aquitaine, à Pau, qui vous sera détaillé dans les slides suivantes par Audrey Lebars. Tu peux passer la slide suivante. Voilà. Donc, toujours dans l'idée de vous présenter la réalité, on voit ici qu'au-delà de la slide précédente où on avait un ensemble d'une trentaine de bus d'ores et déjà déployés, on voit qu'à terme, on a des projets qui sont quand même assez conséquents, puisque là, on voit que le potentiel de déploiement à terme est de 450 bus. La réalité, tu peux passer la slide suivante, Faya? Merci. Donc là, ensuite, on voit les projections sur les projets de déploiement de camions. Et là, on est sur des camions gros porteurs, hein, puisqu'on est sur du 40 tonnes. Après cette introduction, vous aurez donc la présentation d'un déploiement phare qui s'appelle H2All et qui est porté par Patrick Dilly. Slide suivante. Et là, je vous parlais donc de la mobilité des bennes à ordures ménagères. Encore une fois, on globalise à travers le groupe H2 Mobilité France, on globalise un potentiel de 105 bennes à ordures sur toute la France. Et vous remarquez donc que les déploiements concernent aussi bien des grandes métropoles que des agglomérations plus petites. J'ai fait le tour sur la partie France à l'échelle européenne. Voilà, les déploiements sont également assez en cours. On voit que la France est loin d'être à la traîne, est plutôt moteur. Là, c'est une carte qui présente les déploiements sur les bus. J'en ai fini pour cette introduction, pour vous montrer, qui vous montre donc la réalité. Je vais passer la parole à Patrick Dilly, qui porte le premier déploiement de camions gros porteurs sur la France. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci de votre attention. On fera des questions globales après. Si Patrick peut intervenir, on est un peu en retard sur le timing. OK. Bonjour, vous m'entendez? Très bien.
Ah, très bien. D'abord, merci pour l'invitation. Merci Christophe pour cette introduction. IAMMED, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de déploiement des camions 44 tonnes hydrogène dans le sud-est de la France. C'est la déclinaison française du projet H2All, qui est un projet européen qui voit le déploiement de 16 camions, 4 en Belgique, 2 en Allemagne, 4 en Suisse, pardon, et 6 en France, dans le sud-est de la France. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est un projet que j'ai initié en 2017, notamment avec un chargeur majeur, Carrefour pour ne pas le citer. Et comme ça a été dit à travers différentes présentations, ce qui est important de retenir à travers ce type de projet, c'est que c'est évidemment un écosystème d'acteurs, c'est-à-dire le regroupement d'acteurs, j'allais dire passionnés, ça me semble évident, et avant tout soucieux de cette notion de transport de marchandises, transport durable, et donc c'est toute une chaîne et un ensemble d'acteurs qui se mobilisent pour pouvoir construire ce projet et mettre en place sur l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire de la production, de la distribution et jusqu'aux usages, en passant évidemment par l'intégration des constructeurs de véhicules, et c'est le regroupement de tous ces acteurs qui permet l'aboutissement d'un projet. Et donc ce projet consiste en la mise en place d'une station de distribution d'hydrogène bas carbone d'1 tonne jour, alimentée par pipe, puisque la question a été posée, ou en tout cas le sujet a été évoqué tout à l'heure, ce qui rend le projet accessible. J'ai pas dit économiquement équilibré par rapport au diesel, mais accessible pour un certain nombre de transporteurs. Et là, 8 camions seront déployés. Le premier va arriver cet été, 3 autres au mois de novembre et les derniers en tout début d'année prochaine. Et la station est en cours de finalisation, de construction. Les tests vont bientôt démarrer. Je pense que sur la diapo suivante, on pourra voir quelques photos. Voilà. Et le rôle d'Air Liquide dans ce projet-là, ça a été évidemment de fédérer autour de ce projet un certain nombre d'acteurs, aussi bien des acteurs industriels, mais également des acteurs institutionnels et également des financeurs. Rien ne peut se faire si tous ces acteurs-là ne sont pas regroupés autour d'un même objectif. Quand je parle des institutionnels, évidemment la région Sud a été très impliquée, avec l'ADEME, c'est évident, mais également l'Europe au niveau du FCHJU et la BPI France. Une remarque par rapport à une question également qui a été posée tout à l'heure. Oui, des cofinancements sont possibles, évidemment en respectant les règles d'attribution et de cofinancement entre régions, les règles d'État d'une manière générale, et également avec les institutions européennes. Et le rôle d'Air Liquide également dans ce projet-là, c'est de produire et distribuer l'hydrogène à la bonne pression, 700 bars pour les véhicules lourds, au débit pour les camions, de façon à avoir des recharges en des temps qui sont compatibles avec les attentes des transporteurs. Air Liquide exploitera également un camion qui permettra de faire des livraisons de ces emballages entre différents points en partant de la région sud de la France. Diapo suivante. Voilà, un point important qui a été mentionné par Christophe, c'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui. Air Liquide a été également très impliqué dans le dossier Hype des taxis à Paris, dans les 7 bus qui ont été mentionnés par Christophe autour de Versailles, 2 bus Vanoul et 5 bus Safra. On voit que ces initiatives doivent se poursuivre, doivent même se développer. On accueille évidemment avec beaucoup d'intérêt les VUL Stellantis ou le master
Divia, donc Plug Power Renault, les premiers VUL Stellantis ayant été déployés en fin d'année dernière. Donc on voit que les usages et les constructeurs, que ce soit camions, automobiles, bus, sont partie prenante de ce type de projet. Et ça permet effectivement d'initier ces projets-là qu'il faut effectivement poursuivre, développer, accroître. Après le projet IAMMED, qui est donc, j'allais dire, presque du passé, même si les premiers camions ne sont pas encore arrivés, d'autres projets ont été soumis à l'ADEME avec le soutien également du pôle de compétitivité Cap Énergie en région sud et évidemment de tous les acteurs déjà impliqués dans ce projet-là pour poursuivre le déploiement des camions hydrogène dans le sud-est de la France. Première brique dans le sud-est de la France, mais évidemment nécessaire de continuer ce type de développement dans les autres régions de France, que ce soit en région parisienne, en région Auvergne-Rhône-Alpes et évidemment en Nouvelle-Aquitaine avec Air Liquide ou avec d'autres, c'est évident. Je pense que c'est la dernière diapo et comme le temps m'était très chronométré, vous avez mes coordonnées et évidemment toujours disponible pour répondre aux questions. Merci Patrick. Avant de passer peut-être la parole à Audrey, une question. Audrey qui va nous parler du projet dans le Béarn. Une question, pourquoi il n'y a pas de projet sur la métropole bordelaise? C'est une bonne question. C'est un travail colossal que des projets déposer et construire un projet comme celui-ci. Après avoir participé ou contribué au Taxi Hype à Paris, aux 7 bus hydrogène à Versailles, depuis 2017, à peu près un peu plus de 4 ans de boulot pour déployer le premier projet des camions hydrogène dans le sud-est. Dupliquons les acteurs qui sont mobilisés autour de ce type de projet et toujours disponibles pour partager cette expérience avec des acteurs locaux en région Aquitaine qui souhaiteraient construire ce type de développement. Merci. Dernière question peut-être pour vous. Combien de kilos d'hydrogène transportés par camion? Alors, les camions hydrogène embarqueront entre 45 et 65 kg, ce qui leur donnera une autonomie entre 500 et 800 km, puisqu'on a 2 constructeurs, un prototypiste Green GT et les camions proto qui vont initier ou qui vont anticiper les premières séries par Iveco. Et les camions Iveco auront une autonomie de 800 km avec 65 km embarqués dans chaque camion, en 700 bars. Cette réponse très précise. Donc, Audrey, on te passe la parole. Parfait. Bonjour à tous. Merci de nous permettre de présenter effectivement la démarche qu'on a menée depuis quelques temps maintenant, depuis maintenant quelques années, autour de la structuration d'un écosystème Pyrénées Hydrogène. Donc, slide suivante. Alors rapidement, mais je pense que tout le monde est revenu dessus, c'était sur la question de l'hydrogène comme un vecteur de transition énergétique. Donc peut-être qu'on va passer à la slide suivante, étant donné que mes collègues autour de ce webinaire ont pu présenter effectivement la décarbonation. Donc nous, c'est le travail qu'on a mené en fait depuis 2015. Donc quand on parle de plusieurs années, c'est plusieurs années qui ont émergé justement notre écosystème Pyrénées Hydrogène. Donc en phase 1, effectivement, donc vous voyez à peu près la structuration de là où on voudrait aller jusqu'à horizon 2040. Donc aujourd'hui où on en est, donc rapidement, donc slide suivante sur la phase numéro 1, et je vais revenir plus spécifiquement sur ce que l'émergence effectivement des bus Phébus. Voilà, donc le bus Phébus, donc c'est juste un petit retour d'expérience par rapport à des utilisateurs. Donc, alors je suis pas la chef de projet, donc j'excuse Lucie Kempf qui n'a pas pu venir parce qu'elle faisait justement du benchmark auprès d'autres collectivités pour présenter la solution de Phébus, donc qui a été développée pour Béarn Mobilité. Donc Phébus, donc désormais ces bus fonctionnent depuis 2 ans. Ils sont en exploitation, mis en service donc fin 2019.
Et compte tenu de cette réussite, effectivement, de ces premiers bus à hydrogène, il y a une commande de 4 bus supplémentaires donc, qui arriveront en septembre 2022. Donc les Phébus, il y en a 8 au total actuellement, donc qui tournent sur l'agglomération de Pau, donc 4 qui vont arriver. Donc au niveau des chiffres clés rapidement, donc ce sont 550 000 km qui ont été parcourus d'ores et déjà sur le territoire, plus de 2,7 millions de passagers qui ont été transportés. Il y a des phases de validation, de structuration et de questionnement des passagers. Donc, 82% nous disent qu'ils sont satisfaits. On a une consommation moyenne qui est à 9 kg par 100 km, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les premières analyses qu'avait fait effectivement Lucie au moment du dossier, on était un peu plus haut. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Une capacité de 145 passagers, 6 000 voyageurs par jour qui traversent l'agglomération sur un site propre. Hein. On est bien sur un site BHNS qui prennent en fait le Phébus par jour. La station actuelle qui est vraiment associée à Idélis, on est à 200 kg par jour, donc qui peuvent produire jusqu'à 268. Et actuellement, avec le service actuel, donc les 8 bus qui fonctionnent actuellement, on est à 150 kg produits par jour. L'H2 donc est vert, il est produit par la station donc située au nord de Pau et donc l'électricité est fournie par les barrages pyrénéens, notamment avec la CHEM qui vend cette électricité verte pour justement produire l'hydrogène vert sur site. L'avantage, donc rapidement, c'est au niveau déjà de l'exploitation, c'est une flexibilité, une souplesse d'exploitation. En fait, c'est vraiment l'exploitant qui parle en termes de gestion, en termes de remplissage. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. On a une équivalence des performances avec des solutions classiques sur une journée d'exploitation, une autonomie de 400 km, donc c'est quand même très important, avec notamment quelles que soient les conditions météo et de température. On sait très bien que sur la partie électrique et batterie, des fois, il y a des impacts effectivement sur la partie fonctionnement. Sur l'hydrogène, il n'y a pas de difficulté. Donc, le Phébus fonctionne. Si vous voulez venir le visiter, et ça, c'est Lucie qui le dit, et elle le fait régulièrement, vous avez la capacité de venir visiter à la fois la station et les bus. Donc, c'est une petite visite d'1 heure qui peut être proposée. Et donc, ça démontre effectivement qu'il y a la fiabilité d'un transport collectif, 0 émission. Et c'est une réalité, étant donné que ça fonctionne déjà depuis plus de 2 ans sur notre territoire. Donc, ça, c'est à partir de ces parties d'innovation. Donc, on a été plus loin dans une démarche plutôt collective. Donc, slide suivante. Donc, la phase 2, pour nous, ça a été très important suite à ces premières innovations. Donc, innovation par le Phébus, mais aussi innovation sur le territoire d'industrie avec les trains d'Alstom. Donc, sur la phase 2, ça a été vraiment une démarche de clustering. On a associé, rencontré beaucoup d'industriels sur le territoire pour permettre effectivement cette question de sensibilisation. Donc là, nous, c'était vraiment très important de savoir pourquoi des fois des acteurs privés ne voulaient pas ou n'étaient pas dans la volonté de déployer un écosystème. Donc, on a vraiment fait ce travail pendant près de 2 ans, donc avec une étude technico-économique qui a été menée sur le territoire, permettant effectivement de mettre en avant toute cette démarche-là. Slide suivante. Donc voilà à peu près le réseau d'acteurs. Donc on n'est pas sur une démarche filière, on n'est pas sur une chaîne de valeur, mais voilà à peu près les acteurs nous qu'on a associés dans la démarche effectivement alors qu'on appelle désormais Pyrénées Hydrogène, mais qui avant ne s'appelait pas comme ça. Donc un certain nombre d'acteurs étaient présents pour échanger sur l'avenir de l'hydrogène sur notre territoire. Donc voilà, on a des acteurs publics, on a des acteurs privés, et suite à cette démarche-là, ce que nous ont dit les acteurs industriels, c'est OK, on veut travailler avec vous, on veut déployer un écosystème, mais par contre, il faut que les acteurs publics montrent le chemin et s'engagent. Donc ça, c'est la 3e phase, donc je vais slide suivante. La 3e phase, donc c'était vraiment la construction du hub territorial. Le premier déploiement écosystémique, donc on avait celui de Pau avec le Phébus, et ces 8 bus, mais qui étaient en circuit fermé, on va dire. Et donc là, on a travaillé donc en 2021 et 2023 pour l'émergence en fait d'un hub territorial et avec un déploiement écosystémique. Donc, slide suivante.
Donc la démarche de Pyrénées Hydrogène est née donc à la fin de cette étude et de cette démarche de clustering. Donc on a effectivement validé en 2021 la démarche qu'on appelait Pyrénées Hydrogène et on a travaillé sur des premières actions. Donc la réponse à l'appel à projet de l'ADEME que Thomas a présenté tout à l'heure. Donc on a déposé un dossier le 14 septembre 2021. On a rédigé un livre blanc qui permet effectivement de valoriser notre territoire par rapport à une stratégie territoriale. Donc à horizon 2040 pour vraiment montrer aux acteurs publics comme privés qu'on a une stratégie territoriale et qui s'intègre dans une démarche, on va dire, régionale ou interrégionale et avec notamment un déploiement national et européen de l'hydrogène sur notre territoire. Un travail aussi sur le marketing territorial. Donc allez-y, slide suivante. Donc voilà, le contenu du projet Pyrénées Hydrogène, donc c'est bien une station de production donc, qui serait dans un premier temps centralisée sur Pau. Vous voyez à peu près donc on serait à 1 tonne d'hydrogène par jour qui serait produite et avec 3 stations donc, de distribution, une sur Lac, une sur Pau, une sur Tarbes, et donc qui permettrait effectivement de pouvoir répondre à des usages de mobilité différenciants et différencier des bus, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, des bennes à ordures ménagères, des véhicules utilitaires, mais également des démarches d'innovation autour de tout ce qui est hydrocureur, balayeuse également. Donc, il y aura un volet innovation sur des nouvelles mobilités que les acteurs publics pourraient déployer sur les territoires. Donc, on est sur cette phase-là donc qui fait l'objet du dépôt du dossier en septembre 2021. Donc, on attend les résultats. On croise les doigts tous les jours pour être retenu à l'appel à projet de l'ADEME. Donc, slide suivante. Donc, voilà, au niveau du projet, sans trop tout dévoiler, donc nous, on a essayé de travailler sur un écosystème où on a associé quand même acteurs publics et acteurs privés. Donc, vous avez effectivement des collectivités locales qui ont mis vraiment une volonté de se positionner. Et après, on a donc effectivement des énergéticiens, donc Engie et Terega, qui seront producteurs, distributeurs d'hydrogène sur le territoire. Et après, on a rassemblé des entreprises qui souhaiteraient basculer sur une mobilité durable, donc avec Ferguillem, laboratoire des Pyrénées-des-Landes, mais également Lidl sur des chariots élévateurs à hydrogène. C'est aussi des sujets on veut travailler dans le cadre du projet, mais également des consommations dites industrielles, notamment pour RAL, mais également Novéal aussi qui seraient intéressés pour transformer leur hydrogène gris en hydrogène vert. Donc voilà à peu près le projet tel qu'il est déposé, en espérant qu'on puisse aller plus loin dans notre démarche. Et donc, slide suivante. Peut-être slide suivante encore pour essayer de gagner du temps. Donc voilà, après, à horizon 2040, notre objectif, c'est bien d'avoir un territoire qui est positionné pour, on va dire, raccrocher l'Espagne, la façade atlantique à la façade méditerranéenne, avec notamment le corridor H2 d'Occitanie, et que les Pyrénées soient vraiment identifiées comme un territoire ou un nœud énergétique. Alors c'est vrai qu'on parle d'hydrogène, mais quelque part autour de l'axe, c'est aussi du mix énergétique qui permettrait effectivement de répondre à des enjeux de développement de la filière. Et donc cet horizon-là, donc si vous voulez en savoir plus sur justement tout ce qui est marqué dans le livre blanc, on fait une animation donc le 28 mars prochain, donc j'en profite, je fais de la pub, mais le 28 mars prochain, donc à l'hippodrome de Pau, donc on fera un événement et on l'espère en présentiel pour présenter effectivement notre stratégie de Pyrénées Hydrogène et notamment avec la distribution de le livre blanc qui est là, qui nous permettra effectivement de pouvoir échanger sur la place de notre territoire dans l'écosystème hydrogène, à la fois régional, à la fois transfrontalier, mais également européen, notamment quand on parle de dorsales européennes et d'autoroutes de l'hydrogène dans le futur. Voilà rapidement pour essayer de garder le timing. Parfait, merci. Merci Audrey pour cette présentation de la démarche Pyrénées Hydrogène. Donc, un exemple de projet structurant à une échelle territoriale. Donc, Calixte, du coup, je ne sais pas si on a des questions.
Il y a des questions, mais comme on a un peu dépassé le temps, bon, on répondra à ces questions. Il y a 62 questions en tout. On a dû répondre à une quinzaine de questions. Okay. Donc, on les répondra à l'issue. On enverra la réponse aux questions à l'issue de ce webinaire aux participants. D'accord. Du coup, je te propose de clôturer l'événement. Merci Paya. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci à tous pour cette qualité d'intervention. Je pense que ça a fait naître beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. En tout cas, ce que ça m'a fait naître à moi, c'est qu'il y avait véritablement une dynamique hydrogène en Nouvelle-Aquitaine, avec, on peut dire, une team hydrogène qui est mobilisée pour faire avancer, pour que la Nouvelle-Aquitaine soit à la pointe des régions françaises et européennes sur ce sujet. Donc, c'est très agréable de vous avoir tous entendus. Nous allons, à l'issue de ce webinaire, nous allons vous envoyer le replay de ce webinaire si tout le monde quitte bien, les participants autant que les intervenants, quittent bien le webinaire. Comme ça, on pourra récupérer ce replay. Vous aurez le replay, vous aurez le PowerPoint, donc les présentations vous seront envoyées. Vous aurez également la foire aux questions avec la réponse aux questions. Et on va vous envoyer également un questionnaire pour identifier avec vous quels sujets qui ont été traités aujourd'hui, mais sur lesquels vous souhaiteriez avoir plus d'informations, pourraient être traités dans le futur, ou alors quels sujets vous souhaiteriez traiter d'une manière collective avec les intervenants d'aujourd'hui. Et donc, en fonction des réponses, on mettra en fait des modalités pour vous répondre. Ça pourrait être un webinaire, ça pourrait être des réunions sur les territoires, ou ça pourrait être des visites sur site. On verra comment les mobilités d'intervention. Mais en tout cas, on fera suite à vos différentes demandes, remarques que vous pourriez formuler après l'envoi de ces webinaires. Donc, merci beaucoup à tous. On a un peu dépassé le temps, mais merci beaucoup. C'est un sujet qui me semble intéresse quand même beaucoup de monde parce qu'on avait beaucoup d'inscrits. Peut-être un peu moins de participants, mais il y a toujours un petit taux. J'ai eu pas mal de mails de personnes qui s'excusaient de ne pas être là, mais merci beaucoup pour la qualité de vos interventions et sûrement à la prochaine sur ce type de sujet. Merci à tous, à toutes. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tout le monde, merci aux participants, aux intervenants. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir.